Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour le point d'étape numéro 10 de Parlons Constitution. On résume, c'est parti, on va commencer par les aspects généraux de cette nouvelle constitution qu'on a vue il y a maintenant fort longtemps, parce que c'était plutôt au début de la série. Alors l'État est avec une constitution écrite. L'objectif de cet État est la recherche du bonheur de tous et de chacun. Pourquoi on fait État? Pour rechercher collectivement et individuellement le bonheur. L'État est un État unitaire, décentralisé et déconcentré, c'est ce que je propose, même si je suis favorable à envisager plus d'autonomie. La souveraineté est nationale, mais appartient au peuple, et il faut trouver un équilibre entre séparation des pouvoirs et relation entre les pouvoirs, pour éviter les blocages et pour éviter les abus de pouvoir. Bien sûr, la hiérarchie des normes est pour moi celle-ci, le bloc de constitutionnalité est au sommet, en dessous le bloc de conventionnalité, ensuite le bloc de légalité, et enfin le bloc réglementaire. On est donc ici sur du constitutionnalisme. La constitution est dépendante du contexte social, politique, etc. Mais il y a un postulat dans cette série, c'est qu'il existe une constitution meilleure que les autres pour un contexte donné, afin de réaliser tel objectif. C'est pour ça que je fais cette série, puisque si je ne croyais pas qu'il y ait une meilleure constitution possible, pourquoi est-ce que j'en proposerais une? Enfin, quel type de régime, c'est ça qui est important aussi pour la constitution, c'est quel type de régime on va former? Eh bien, c'est à former justement avec cette série. J'ai plusieurs inspirations, mais je ne suis pas décidé pour faire vraiment une république typique, ou un régime territorial typique. Non, je m'inspire de tout ça, de la république, du régime territorial, de l'oligarchie élective, de l'aristocratie, de l'épistocratie, de la méritocratie, de la technocratie, de la dictature, de la stococratie, de la polyarchie et des démocraties libérales, représentatives, délibératives, directes et semi-directes. Maintenant qu'on a vu ces aspects généraux, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail avec d'abord la garantie des droits fondamentaux. Oui, pour moi il faut garantir des droits fondamentaux, garantir liberté et droits fondamentaux pour éviter les abus de pouvoir et les dérives, je fais référence ici aux autoritarismes et totalitarismes du XXe siècle notamment, et protéger chacun de la tyrannie de la majorité. Par contre, il faut faire attention au risque de nomocratie constitutionnelle ou de constituant législateur. Aussi, je rejette le droit naturel. Pour moi, il doit y avoir des droits fondamentaux, oui, mais ils ne sont pas supra-constitutionnels. Pour qu'il y ait des droits fondamentaux, pour avoir de nouveaux droits fondamentaux, il faudrait passer par une procédure de révision fondamentale de la Constitution. Elle se ferait à la majorité qualifiée du peuple, avec la même initiative que pour une révision constitutionnelle, le suffrage universel, direct, individuel, égal et secret serait à respecter, et il y aurait des conditions de recevabilité pour toute proposition, le caractère général, impersonnel et bénéfique pour l'individu du droit fondamental proposé, et la limite du nombre d'articles modifiables. Les détails sont dans l'épisode 17. Alors quel droit garantir? Pour moi, c'est au peuple de décider, même si bien évidemment j'ai aussi un avis sur les droits qu'il faudrait garantir. Une dernière chose essentielle sur les droits fondamentaux, c'est qu'ils sont protégés par qui? Par le juge constitutionnel et aussi, dans une certaine mesure, par le juge administratif, l'objectif étant de garantir le respect des libertés et droits fondamentaux. Ça fait partie des objectifs de ces juges, des rôles de ces juges. Passons maintenant à une troisième partie sur les conditions pour être citoyen. Car oui, c'est important, il faut savoir comment est-ce qu'on fait pour devenir citoyen. Eh bien, pour être citoyen, disons, passif, citoyen lambda, il faut la nationalité française, être majeur, et ne pas avoir d'interdiction, ou subir d'incapacité d'exercice de droits civiques pour des raisons pénales, ou pour des raisons, disons, de handicap. Par contre, je propose de réinstaurer la citoyenneté active, et pour devenir citoyen actif, il faut être citoyen et avoir de l'intérêt pour le politique. Alors comment est-ce qu'on démontre cet intérêt? Il faut réussir le test de l'intérêt pour le politique, c'est un QCM parmi une liste de questions prédéfinies. Le test et les questions et réponses sont accessibles gratuitement en mairie ou salle communale. Comme ce test existe, c'est une raison, en tout cas en plus, il faut qu'il y ait une éducation de base pour tous, et la réussite à ce test permet d'obtenir une attestation temporaire qui permet d'être citoyen actif. Mais qui décide de toutes ces questions? Eh bien c'est la commission du test de l'intérêt pour le politique qui crée puis révise les questions, réponses et explications du test. Cette commission serait composée du président de la Cour constitutionnelle, de 5 juristes, 5 philosophes, 5 politistes, 5 historiens et un scientifique de chaque domaine scientifique tiré au sort. Elle se réunirait tous les 5 ans pendant 1 an, ces décisions seraient prises à l'unanimité, il y aurait également la possibilité d'un RIC spécifique, donc un référendum d'initiative citoyenne spécifique, qui permettrait de dissoudre la commission, sauf son président, si le peuple considère, donc
tous les citoyens considèrent que cette commission ne répond pas à ses objectifs, ne répond pas à son rôle, ne répond pas aux attentes qui sont définies dans la Constitution. Aussi, les citoyens actifs pourraient s'opposer à des décisions de la commission du test de l'intérêt pour le politique via un référendum d'initiative citoyenne active, un RICA, pour abroger des questions. Passons maintenant aux pouvoirs, les différents pouvoirs. D'abord le pouvoir législatif. Que serait le pouvoir législatif? Eh bien, le Parlement serait composé, pour moi, dans cette vision constitutionnelle, de l'Assemblée nationale, de la Chambre des sages et du Conseil scientifique. Concernant leur rôle, l'Assemblée nationale, c'est plus de la législation courante. Comment? En faisant la loi ordinaire et en déterminant la politique de la nation avec le gouvernement. La Chambre des sages, elle, serait là pour viser la permanence. Elle ferait alors des lois unanimes, principales ou éminentes. Le Conseil scientifique est là pour veiller au respect de la scientificité des lois. Il exerce son pouvoir principalement via le veto ou le préavis de veto scientifique qui est absolu, surtout tout parti d'une loi. Les trois assemblées ont des rôles en matière de contrôle, d'évaluation des politiques publiques et de conseil, donc vous pouvez voir ça tout de suite dans le tableau. L'Assemblée nationale est élue par des citoyens actifs, 50% à la méthode Borda par circonscription, et minimum 50% à la proportionnelle. Les membres de la Chambre des sages sont eux aussi élus par les citoyens actifs, la proportionnelle selon la méthode de Jefferson avec un seuil électoral de 4%. Le conseil scientifique, lui, n'est pas élu, mais tiré au sort selon les professions qui appartiennent au domaine scientifique qui compose ce conseil scientifique. Il y a une primauté de la loi unanime, principale ou éminente, sur la loi ordinaire, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être changées que par la Chambre des sages et pas par l'Assemblée nationale, sauf l'exception qui a été définie dans l'épisode 23, lorsqu'il y a une situation exceptionnelle qui l'exige. Aussi, il y a des travaux communs, bien évidemment, entre ces trois chambres, la commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques notamment. Rappelons vite fait ce que c'est que le méthode Borda, je vous laisse juste regarder et comprendre ce que c'est, on l'a déjà vu dans tous les autres points d'étape, on l'a déjà vu et revu, donc je passe à la suite. Ça, c'est un rappel de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne, selon la méthode de Jefferson. Voilà, donc ça c'est un exemple qui devrait vous faire comprendre tout ce qui a été dit sur la proportionnelle pour cette constitution et donc pour l'élection des membres de la Chambre des sages et d'au moins la moitié des membres de l'Assemblée nationale. Ensuite, l'élaboration de la loi. Oui, parce que le pouvoir législatif est là principalement pour faire la loi, alors quelle est la procédure standard? Eh bien, voici la procédure d'adoption de la loi qui dépend du type de loi, donc il y a des choses qui sont un peu changeantes selon le type de loi, mais on va voir la procédure standard. Les détails sont dans les épisodes 26 et 27. Et n'oubliez pas qu'il y a une exception à cette procédure d'adoption de la loi qui est celle des ordonnances qu'on a vu dans l'épisode 33. L'initiative, qui peut être aussi citoyenne, commence cette procédure d'adoption d'une loi. Ensuite, il y a l'avis du Conseil d'État, plus large qu'actuellement, et qui est obligatoire quand c'est un projet de loi. Et lorsque c'est un projet de loi, il y a aussi obligation d'étude d'impact. Après, il y a dépôt au Parlement de ce projet ou cette proposition de loi, ou de cette proposition citoyenne de loi, et il y a un délai qui s'applique avant la discussion en séance. Est fixé à l'ordre du jour cette proposition, ce projet de loi, et l'ordre du jour, pour rappel, il y a aussi des questions au gouvernement et des niches parlementaires. Le travail des commissions permanentes peut commencer maintenant qu'il y a eu fixation à l'ordre du jour de la proposition ou du projet de loi. La limite du nombre est plus haute pour le nombre des commissions, et c'est en commission permanente ou en commission spéciale, donc quelle assemblée saisie, ça dépend en fait du type de loi. Bref, passons les détails. Les amendements éventuels peuvent être déposés, acceptés ou non, il y a différentes conditions de recevabilité, dont la recevabilité lien, et il y a aussi les recevabilités financières. Passons maintenant à un autre point, la suppression du vote bloqué. Et oui, selon moi, il faudrait supprimer la procédure dite du vote bloqué qui est prévue actuellement à l'article 44, alinéa 3 de la Constitution de la 5e République française. Par contre, pour moi, le 49.3 devrait être gardé, il est possible une fois par session à l'Assemblée nationale, toujours possible pour les projets de loi de finances, etc., etc., et le temps pour la motion de censure devrait être, à mon sens, multiplié par 2 par rapport à ce qu'il y a actuellement, pour revenir à 48 heures. Donc le travail en commission a pu être fait, les amendements ont pu être déposés et discutés, on va passer maintenant à la discussion en séance pour élaborer la loi. Il y a bien sûr des nouvelles procédures de vote que je n'ai pas rappelées ici parce qu'on n'a pas le temps, en commission et en séance, donc je renvoie ici à l'épisode 27. Après la discussion en séance, il y a éventuellement, en fait c'est pas pendant la discussion en séance ou après, c'est plutôt pendant et un peu avant, pendant le travail en commission, il y a d'éventuels préavis de veto ou veto scientifique. Et il faut aussi dire qu'il y a les procédures levée non-conformité et urgence pour lever des vétos ou des préavis de veto scientifiques, qui sont des procédures spéciales que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont bien sûr à rappeler.
Ensuite, il y a l'adoption ou le rejet par vote bien sûr des différentes propositions et projets de loi, et il y a des règles, différentes règles et conditions pour le dernier mot, pour la loi organique, ça c'est à noter, c'est important. Aussi, une fois que c'est adopté, il y a promulgation par le président de la République, avec les contreseins des ministres concernés. Enfin, la loi peut être publiée au journal officiel de la République française et entrer en vigueur. Donc ça c'était l'élaboration de la loi. Passons maintenant à autre chose, le gouvernement et le président de la République. Le gouvernement, son rôle c'est de diriger l'administration, la diplomatie, la force publique et militaire, et il met en œuvre la politique de la nation, les lois et les politiques publiques. Les membres du gouvernement sont nommés, il y a les directeurs, les ministres, dont les ministres d'État, les ministres délégués, les secrétaires d'État et les hauts commissaires, et il n'y a pas de hiérarchie entre eux, en tout cas d'un point de vue juridique. Les chefs du gouvernement sont les 3 directeurs, qui sont nommés par le président de la République et qui dirigent et coordonnent l'action du gouvernement, proposent les ministres à nommer au président de la République, c'est une compétence du président de la République, et il préside le gouvernement selon une rotation mensuellement égale chaque année, c'est-à-dire que un seul, à la fois, va présider le gouvernement, et ça va tourner sur l'année, sur une rotation mensuellement égale, donc par exemple 4 mois, 4 mois, 4 mois. Donc, le gouvernement est le réel pouvoir exécutif, comme dans les régimes parlementaires. Le président de la République, lui, a d'autres rôles, les détails sont dans les épisodes 29 et 30. Alors d'abord, il est élu par la méthode Borda, modifiée comme la moitié des députés, par tous les citoyens, donc c'est un suffrage universel direct, donc pas que les citoyens actifs, mais tous les citoyens, même les citoyens passifs. Le président de la République peut être révoqué ou renversé par un RIC, donc pas un RICA, un référendum d'initiative citoyenne, révocatoire à la majorité absolue des citoyens. Le rôle du président de la République n'est pas un rôle exécutif, c'est un chef d'État arbitre, gardien et représentant droit. Aussi, il ne peut qu'assister au Conseil des ministres, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y parler. Par contre, c'est un arbitre militaire, c'est-à-dire qu'il participe aux discussions et peut arbitrer des accords au sommet de la hiérarchie politico-militaire du pays, donc au sein de l'état-major. Enfin, le président de la République a un pouvoir qui est important quand même, et qui est, disons, un peu touchy, si je puis dire, c'est qu'il dispose du feu nucléaire, mais seulement après consultation de l'état-major. Passons maintenant à autre chose, la responsabilité politique de l'exécutif, donc du gouvernement et aussi du président de la République. Il y a une responsabilité collégiale du gouvernement devant le Parlement, mais pas devant le président de la République. Il y a donc un régime moniste. Il y a 3 procédures de mise en cause de la responsabilité du gouvernement devant ou par l'Assemblée nationale. La première, c'est la déclaration de politique générale avec question de confiance facultative. La deuxième, le 49.3, donc le 49.3 c'est qu'en fait il y a adoption d'une loi automatiquement, sauf si l'Assemblée nationale vote une motion de censure. Et enfin la troisième procédure, la classique motion de censure, qui n'est pas une motion de censure constructive comme en Allemagne, et, chose nouvelle par rapport à actuellement, le président de la République doit l'autoriser ou la refuser. Il ne peut pas s'abstenir, il doit donner son avis, soit il l'autorise et donc elle est effective, soit il la refuse et donc elle n'est pas effective, il n'y a pas de motion de censure. Et attention, le fait que le président de la République donne son avis n'est que pour cette troisième procédure de motion de censure. Ce n'est pas lorsqu'il y a question de confiance, ni lorsqu'il y a 49.3. Donc attention, si il y a un 49.3 et que l'Assemblée nationale vote une motion de censure, il y a bien démission du gouvernement, le président de la République ne donne pas son avis dans ce cas-là. Par contre, si c'est une motion de censure à l'initiative de l'Assemblée nationale sans qu'il y ait eu avant de 49.3, alors le président de la République doit l'autoriser ou la refuser selon ce qu'il souhaite. Aussi, cette responsabilité n'est pas que le renversement du gouvernement, c'est aussi en fait le contrôle plus large des actions du gouvernement par l'Assemblée nationale et par la Chambre des sages, dont divers moyens d'enquête que je ne vais pas présenter ici, puisqu'on l'a vu dans les épisodes, et qu'ici on est là juste pour résumer. Alors, il y a irresponsabilité politique du président de la République devant le Parlement ou le gouvernement. Pourquoi ? Car il est indépendant, c'est pour garantir l'indépendance du président de la République. Le président de la République, mais pas le gouvernement par contre, est responsable devant les citoyens qui l'élisent et peuvent le révoquer, d'où le RIC révocatoire qu'on a vu juste avant. La dissolution parlementaire est possible en retour, en fait en retour, quand je dis en retour, c'est plutôt pour équilibrer les relations entre les pouvoirs, puisque l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement en retour peut dissoudre l'Assemblée nationale, c'est une question d'équilibre entre les pouvoirs, pour éviter aussi tout blocage, donc c'est que pour l'Assemblée nationale, s'il y a des abus de pouvoir, de l'incompétence du côté de l'Assemblée nationale, ou des blocages, ou autre. Alors comment est-ce que ça se passe ? Les directeurs demandent
au président de la République d'autoriser ou de refuser cette dissolution parlementaire. Comme pour la motion de censure, la procédure juste avant, eh bien, le président de la République doit répondre, doit dire oui, et dans ce cas-là, s'il dit oui, il y a bien dissolution parlementaire, donc dissolution de l'Assemblée nationale, ou s'il refuse, il n'y a pas dissolution de l'Assemblée nationale, il ne peut pas s'abstenir. Il est obligé de donner une réponse. On a vu ensuite le pouvoir judiciaire lors des 2 derniers épisodes. Qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu les rôles du pouvoir judiciaire qui sont faire appliquer et respecter la loi, sanctionner son non-respect, donc mettre en prison par exemple les criminels, aussi résoudre les conflits, trancher les litiges, il y a aussi d'une certaine manière un rôle d'arbitre, mais encore il doit protéger les plus fragiles, les plus vulnérables, et il a aussi une mission de maintien de la paix sociale, maintien de la société en quelque sorte. Et l'article 66 actuel de la Constitution prévoit, et je suis d'accord, qu'il a un rôle également de protection des libertés individuelles. Ce qui fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la garantie des droits fondamentaux. Comment est désigné ce pouvoir? Eh bien, pour moi, il doit être désigné selon la méthode du concours, donc ce sont des juges professionnels. Mais ils sont nommés, officiellement et surtout pour les plus hauts postes, par un organe indépendant mixte, un tiers judiciaire, un tiers politique et un tiers populaire. Sauf le cas particulier des cours d'assises que je souhaite garder, c'est-à-dire qu'il y a en plus un juré tiré au sort. Pourquoi? Pour le consentement populaire principalement, pour les jugements qu'il y a en cour d'assises qui sont quand même très importants puisqu'ils concernent tout ce qui est crime. Enfin, dernière chose sur le pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir judiciaire, une branche judiciaire, et il y a un ordre administratif, je ne détaille pas ce qu'est l'ordre administratif, mais il y a des règles singulières pour l'ordre administratif, et il est pleinement indépendant, pour moi il doit être pleinement indépendant, c'est un ordre administratif pleinement indépendant qui se charge, bon je le dis quand même, qui se charge des litiges entre l'administration et les administrés, entre les pouvoirs publics et les administrés, ou entre les administrations entre elles. En gros, quand il y a une administration qui est mise en cause dans une affaire, ça passe par l'ordre administratif. Et idem quand c'est une décision administrative qui est mise en cause. Bref, on a réussi à tout revoir en assez peu de temps, enfin ça paraît beaucoup, mais quand même, vu tout ce qu'on a vu, c'est possible de résumer. On va encore plus résumer ici pour conclure d'une façon graphique. On retrouve ici les différents pouvoirs qu'on a vus, les directeurs, gouvernement, le président de la République, le Parlement, la Cour constitutionnelle, les citoyens, et la commission du test de l'intérêt pour le politique. Bien sûr, je ne peux pas tout mettre, j'ai pas mis les tribunaux, etc., etc., mais on garde ici l'essentiel, ce qui est le plus important pour moi, et on commence par rappeler que la commission du test de l'intérêt pour le politique prévoit les questions pour le test de l'intérêt pour le politique. Les citoyens passifs passent ce test pour devenir citoyens actifs. S'il y a un problème, il y a un RIC possible pour dissoudre la commission, et sinon, les citoyens actifs peuvent abroger des questions directement via un RICA. Tous les citoyens peuvent changer la constitution dans sa partie droits fondamentaux avec une procédure de révision fondamentale, et la Cour constitutionnelle est chargée de protéger la Constitution, de la faire respecter et de protéger les droits fondamentaux. Les citoyens actifs élisent l'Assemblée nationale et la Chambre des sages, et tous les citoyens par contre élisent et peuvent révoquer le président ou la présidente de la République. Le président de la République, lui, nomme les directeurs, les 3 directeurs, qui vont proposer en retour un gouvernement, proposer ou plutôt décider un gouvernement qui va contraindre le président de la République à nommer un gouvernement. C'est une compétence liée. Le président de la République peut choisir comme il souhaite les directeurs, mais il n'a pas le choix sur les autres membres du gouvernement, puisque ce sont les directeurs qui décident en proposant au président de la République, mais c'est une proposition qui est en fait impérative. Au sein du Parlement, il est essentiel de rappeler que le Conseil scientifique peut mettre un veto scientifique sur les différentes lois qui sont en cours de préparation, et aussi de rappeler que la Cour constitutionnelle contrôle ce qui est fait au sein du Parlement pour que tout ceci, toutes les lois votées, etc., soient bien en ordre et respectent la Constitution. Le Parlement, lui, contrôle le gouvernement, et le gouvernement peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale en passant par contre par le président de la République qui doit, comme pour la procédure de motion de censure, valider ou refuser cette dissolution. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ce point d'étape numéro 10, c'était Healthcare et à la prochaine dans la suite de cette série qui est Parlons Constitution.